commencer, je voudrais remercier les organisateurs de ces deux journées, donc Vincent Gautret et Mustapha Meki, pour m'inviter à chaque édition. Je suis ravie d'être là, d'autant que le sujet marché de l'art et numérique renvoie en partie à des questions de droit de la consommation et de commerce en ligne. La première fois que j'étais venue ici, en 2004, dans cette salle, c'était pour parler justement de cette loi sur la confiance dans l'économie numérique. Donc je suis très heureuse de revenir sur cette question-là précisément. Alors, marché de l'art et numérique, la première question qu'on peut se poser, c'est finalement en quoi le numérique a changé, a modifié le marché de l'art. Alors le marché de l'art dont la naissance est fixée à peu près au XVIIIe siècle, s'est évidemment développé au XXe siècle par le biais des galeries et des maisons de vente. Et le Web 2.0 a permis à ces acteurs de se développer. Le premier changement dans ce cadre-là, c'est celui des pratiques des professionnels, puisque des maisons de vente uniquement en ligne se sont créées. De nouveaux acteurs liés au marché de l'art sont apparus, proposant des services assez inédits sur ce marché, comme des bases de données regroupant les résultats des ventes aux enchères, ArtPrice pour ne pas le nommer, ou du courtage haut de gamme, dont je reparlerai, Art Viatique. Et de nouvelles plateformes proposent d'offrir aux galeries donc une vitrine, et je pense notamment à Artspare. Des courtiers connus sur d'autres segments plus bas de gamme comme eBay ou Le Bon Coin en France proposent désormais des objets d'art et de collection à la vente. Les acteurs du marché utilisent des réseaux sociaux et spécialement Instagram pour communiquer sur leurs artistes et sur leurs œuvres. Internet permet aussi de communiquer sur les prix, ce qui est assez révolutionnaire dans le milieu, et d'afficher donc plus de transparence. Et puis les acteurs classiques du marché, et notamment les maisons de vente aux enchères et les galeristes, ont développé en parallèle la vente en ligne des œuvres. Et à cet égard, il faut noter qu'une grande partie du marché en ligne est le fait de ce qu'on appelle les bricks and clicks, autrement dit des briques et des clics. Ça veut dire que ces acteurs de marché en ligne ont une activité marchande classique, souvent donc une galerie ou un lieu tangible dans lequel ils exposent les œuvres. Alors dans ce nouveau marché, les acheteurs ont également changé leurs habitudes, et comme le montre un rapport que publie chaque année la société Hiscox, les acheteurs achètent donc de plus en plus en ligne, soit aux enchères, soit auprès des galeries. Ceci étant, la clientèle en ligne se développe sur un segment très particulier, à savoir le marché des reproductions, les sérigraphies, les lithographies, les photographies, et en majorité pour des prix inférieurs à 5 000 $, puisque les études sont mondiales, dollars américains. Alors, selon le rapport du Conseil des ventes volontaires en France, en 2017, 1,158 milliard d'euros ont été adjugés sur Internet, ce qui représente à peu près 37% du total des ventes aux enchères, ce qui veut dire que les enchères sur Internet continuent de progresser plus rapidement que le montant total des enchères classiques. 325 opérateurs déclarent avoir organisé des ventes électroniques, soit sous la forme de live auctions, adossé à des ventes physiques, donc il y a une vente physique plus une vente aux enchères qui se passe en même temps, soit sur la forme de ventes qui sont totalement dématérialisées, qu'on appelle des ventes online. Toutefois, si dans ce marché des ventes aux enchères, on exclut les véhicules d'occasion et la vente des chevaux, qui sont les deux autres secteurs, finalement, sur le segment art et objets de collection, il ne reste plus que 135 millions d'euros en ligne et live, ce qui veut dire que c'est finalement assez peu par rapport au marché de l'art au sens strict du terme. Alors au-delà des chiffres et malgré le développement de ce marché 2.0, les acheteurs montrent encore des réticences, notamment du fait qu'ils ne voient pas les objets, qu'ils ne peuvent pas les toucher. Et c'est ce qui explique donc le fameux succès des bricks and clicks qui permettent d'attirer des clients en galerie, c'est-à-dire qu'on les appâte sur Internet et puis finalement la transaction se fait de façon tangible. Alors dans ce cadre, vous voyez très, très développé, la question qui se pose c'est quid du droit économique, puisque c'est notre panel. Est-ce que le droit existant est suffisant et est-ce qu'il y a besoin de nouvelles règles? Alors en droit de la concurrence, le marché de l'art en ligne suscite peu de contentieux. La question du parasitisme a pu être posée
certains commissaires-priseurs se plaignant de ScarPrice, donc l'agrégateur de données en ligne, reprenaient les catalogues de vente à leur profit, en vain, puisqu'il n'y a pas eu de condamnation. Mais à terme, certains observateurs promettent de nombreuses fusions entre les différentes plateformes, ce qui pourrait entraîner, pourquoi pas, un contrôle des concentrations ou des abus de position dominante. Il reste que l'application du droit de la concurrence devrait rester assez marginale. Et donc c'est essentiellement la question de la protection de l'acheteur sur Internet qui se pose. Le droit des contrats, le droit de la consommation, le droit du commerce électronique permet-il de protéger l'acheteur en ligne? Je vais me concentrer sur le droit français dans un contexte national, tant les questions de DIP sont complexes. Et on l'a vu ce matin avec Sylvette Guinard et Bernard Haftel. Alors pour répondre à la question de l'aptitude du droit à protéger l'acquéreur, je vais d'abord essayer de cerner dans quel contexte juridique les choses se passent et donc qui sont les parties à l'opération, avant de me concentrer sur l'objet vendu. Et là, je rejoindrai les propos de François Lemoine. Alors, les parties à l'opération, d'une part, l'étude des parties à l'opération révèle que si l'agencement des situations est spécifique au marché de l'art en ligne, les qualifications sont en réalité extrêmement classiques. Les parties à l'opération doivent être déterminées au regard de la diversité des opérations, ce qui entraîne une diversité de parties, on va le voir. Alors, diversité des opérations, elle tient à la diversité de ce qu'on appelle les business models des sites Internet. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Les sites se présentent comme des agrégateurs, comme des places de marché, des sites d'enchères en ligne, des plateformes de commerce en ligne, des sites de pair à pair, des galeries en ligne, des sites de location d'œuvres. On peut louer une œuvre d'art pendant quelques temps pour voir si finalement on l'aime ou pas, dans son salon par rapport à son canapé, ou encore des sites d'expertise et d'évaluation. Alors je ne vais pas reprendre tous les modèles qui existent sur Internet, qui sont extrêmement nombreux. Il est évident que l'élément principal, c'est la vente, qui est l'outil de transfert de la propriété de l'œuvre d'art ou de l'objet de collection. Mais cette vente peut intervenir seule ou dans une opération qui est plus complexe. Et en fait, deux grands modèles sont spécifiques à la matière, le courtage et les enchères. Alors le courtage, c'est très classique, c'est un contrat commercial dont l'objet est de mettre en relation deux parties pour qu'elles concluent entre elles un contrat. Et en pratique, il s'agit de mettre en relation ici un vendeur et un acheteur. Et le type même de site de courtage en ligne, c'est donc Arviatique, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui promet de mettre en relation des vendeurs et des acheteurs de façon assez discrète pour les œuvres importantes, c'est-à-dire de plus de 150 000 €, puisqu'il faut être inscrit sur la plateforme, ce qui coûte je crois c'est 3 000 € par an pour pouvoir avoir accès à cette plateforme et pour pouvoir voir quelles sont les œuvres qui sont offertes par d'autres membres du réseau. Alors un autre exemple de courtier, c'est eBay, même si eBay a voulu se prétendre hébergeur pour échapper à un certain nombre de responsabilités. Les plateformes ayant un rôle actif dans la mise en relation entre les vendeurs et les acheteurs, ce sont bien des courtiers en ligne. La jurisprudence française et européenne l'ont reconnu, et ce qui veut dire qu'on va bien appliquer là les articles L131-1 et suivants du Code de commerce sur le courtage en ligne. Alors l'autre grand modèle, c'est celui des enchères, qui répond à une définition légale précise qui est fixée par l'article L320-2 du Code de commerce, constitue des ventes aux enchères publiques, les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire et de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux disant des enchérisseurs à l'issue d'un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Alors, en France, ces ventes sont encadrées par le Code de commerce qui confie ces enchères à des opérateurs qui ont montré patte blanche auprès du Conseil des ventes volontaires et qui engagent leur responsabilité à l'égard des acheteurs. Le Conseil des ventes volontaires veille également au respect de la loi et des règles déontologiques. Et l'intérêt de cette législation, qui est assez exigeante, est finalement d'offrir une grande protection aux acheteurs et aux vendeurs. Voilà pour la diversité des opérateurs, diversité des parties.
Le marché connaît traditionnellement 3 types de relations qu'on retrouve également dans le cadre du marché en ligne. Des relations B2B, donc business to business, lorsque un antiquaire ou un marchand achète un autre vendeur professionnel sur différents types de plateformes. Des relations B2C, business to consumer, c'est l'hypothèse de la maison de vente aux enchères qui traite souvent avec des noms professionnels, ou quand eBay met en relation des professionnels et des consommateurs. Et puis on trouve aussi des relations C2C, consumer to consumer, quand la plateforme met en relation des collectionneurs, eBay, Le Bon Coin, Arviatique, on en a toute une série. Alors les premières, donc les B2B et les C2C, donc, sont soumises au droit des contrats. Les B2C sont soumis au droit de la consommation, mais de façon générale, les sites n'affichent pas de différence et accueillent les 2 types d'acheteurs et de vendeurs. Les conditions générales sont généralement identiques pour les 2 types de publics, et dès lors se pose la question de la validité de ces conditions générales qui devraient a priori s'analyser différemment. On pense évidemment aux clauses abusives, mais on le sait, la réforme du droit des obligations de 2016 finalement répute également non écrite dans un contrat d'adhésion toute clause non négociable déterminée à l'avance par une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Donc finalement, la diversité des parties a moins d'incidence sur le droit applicable. Alors par ailleurs, un certain nombre de dispositions relatives au commerce électronique, donc issues de la fameuse loi sur la confiance dans l'économie numérique, qui ont été modifiées ensuite, qui ont été pensées en des termes consuméristes, ont quand même été intégrées dans le Code civil et donc sont généralement applicables. Et là encore, il y a un certain nombre de règles protectrices des internautes, telles que le double clic, par exemple, spécial dédicace à Vincent, qui ont donc une portée générale. Ainsi, le numérique permet un développement, on l'a vu, du marché de l'art, une multiplication des modèles commerciaux, et pourtant, finalement, les réponses juridiques sont essentiellement celles du droit classique, le droit des briques, le droit tangible dont on parlait ce matin. Alors qu'en est-il s'agissant de l'objet vendu ? C'est peut-être là que la spécificité pourrait être plus marquée. L'objet vendu est essentiel dans le cadre du contrat qui est conclu entre les parties, mais outre la protection de l'acheteur, c'est aussi la protection du patrimoine culturel et artistique qui est en cause ici. Les objets dont il est question sont des objets d'art, des objets de collection, des biens culturels qui se définissent par leur rareté, parce qu'ils disent de nous, de notre culture, de ce que l'on est. Et donc c'est très différent des produits culturels que seraient les disques, les livres ou les films. Donc il y a là des enjeux qui dépassent les seuls intérêts privés et qui expliquent un droit un petit peu particulier. Alors 2 principaux enjeux liés à l'objet sont évoqués par les acheteurs en ligne. Le premier enjeu, c'est celui de l'authenticité. Le second enjeu, c'est celui de la provenance. Alors sur l'authenticité de l'œuvre, tout le monde le sait, c'est une obligation essentielle dans les ventes d'œuvres d'art. En France, il y a des affaires très médiatiques avec lesquelles on fait souffrir tous les étudiants de 2e année. On pense tous à l'affaire Poussin, la table boule des époux Pinault, la statue de Sésostristrophs, enfin il y en a beaucoup. Et dans toutes ces affaires, finalement, la question est réglée sur le fondement de l'erreur, sur les qualités substantielles ou essentielles de l'objet. C'est vrai que la crainte d'acheter un faux est amplifiée sur Internet. Si on prend le rapport Hiscox de 2017, 58% des acheteurs en ligne craignent d'acheter un faux ou un objet différent de celui représenté en ligne. Et face à ces craintes, les réponses du droit français existent finalement et sont relativement efficaces. Alors j'ai parlé du fondement de l'erreur. On peut évoquer aussi un décret Marcus du 3 mars 1981 qui permet d'asseoir une nomenclature assez précise sur les objets et qui oblige les professionnels à respecter ces mentions. L'objet est de, attribué à ou de l'école de. Il y a toute une liste de mentions. Et puis, selon le type de vente, 2 outils sont à la disposition des internautes qui constateraient ce défaut d'authenticité. Le premier concerne les ventes aux enchères, puisque même si le commissaire-priseur n'est pas vendeur, il a une responsabilité à l'égard de l'acheteur et il pourra être poursuivi au même titre que le vendeur.
Le second outil concerne les ventes en ligne par les galeries ou les marchands, puisque le droit français et le droit de l'Union européenne offrent un droit de rétractation pour les achats en ligne. Et les acheteurs ont 14 jours pour revenir sur leur décision et retourner l'objet. Alors, ceci dit, il faut noter que dans les ventes aux enchères, l'enchérisseur, lui, n'a pas le droit de rétractation, que la vente se fasse en présentiel, live ou en ligne. Et c'est vrai qu'un certain nombre d'enchérisseurs en ligne ont l'impression qu'ils vont avoir ce droit de rétractation qu'ils n'ont pas en réalité. Donc la protection de l'acheteur se fait par finalement des outils assez classiques. Alors qu'en est-il de la provenance ? D'abord, la question peut se poser sur la conformité de la provenance avec ce qui a été annoncé sur le site internet. Pour certains biens, l'appartenance à telle ou telle famille ou à telle ou telle collection peut entrer dans le champ contractuel et de ce fait faire l'objet d'un recours en cas de dol sur la provenance. Mais ça, c'est très très spécifique à certains objets. Mais ensuite et surtout, c'est la provenance licite de l'objet qui est essentielle. Alors, ce n'est pas une question nouvelle. La crainte d'acheter un objet volé est assez classique, mais c'est vrai que la chose a pris un tour nouveau avec le développement du trafic illicite des biens culturels, puisque le lien a été fait entre l'arrivée sur le marché des objets archéologiques syriens, libyens, irakiens, avec le financement du terrorisme, de sorte que les autorités se soucient plus qu'avant de cette lutte. On peut noter aussi que les révélations sur les biens spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale ont également accentué l'intérêt pour la question de la provenance. Et puis la question se pose aussi au regard de certaines acquisitions faites par de grands musées qui ont pu être trompés et qui ont pu acheter des faux. Et il y a quelques jours, un musée des Pyrénées-Orientales a découvert que sa collection comprenait 82 faux tableaux attribués à un peintre catalan que je ne connaissais pas avant, qui s'appelle Étienne Terrus. Et donc c'est un tollé dans la mairie, 162 000 euros, je crois, de préjudice, a priori. Mais au-delà de cette question anecdotique, on a pu dire qu'il y aurait 30% de faux environ sur le marché de l'art, ce qui explique l'importance de la question. Alors là encore, le passage par le numérique n'empêche pas d'appliquer les réponses du droit commun. En droit français, de façon préventive, les antiquaires et les marchands doivent tenir un livre de police pour consigner l'origine des objets achetés. Les infractions, en outre, d'escroquerie ou de recel pourront aussi s'appliquer le cas échéant. Et puis, s'agissant de la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, on trouve notamment la Convention de l'UNESCO de 1970 et la Convention UNIDROIT de 1995 qui condamnent ces trafics et organisent la restitution des biens. Alors la France n'a pas ratifié la Convention UNIDROIT comme le Canada, d'après ce que j'ai compris, mais un certain nombre de dispositions sont désormais effectives par le biais de textes européens, une directive et un règlement européen. Alors, en conclusion, je dirais qu'il y a deux points qui sont assez délicats. Finalement, on a tous les outils droit commun qui s'appliquent et qui permettent de rassurer d'une certaine manière les acheteurs. Il reste que, comme on est dans des ordres juridiques différents, il y a la question de l'effectivité. Est-ce que je vais agir en justice pour un petit préjudice parce que mon tableau n'est pas, effectivement, la lithographie n'est pas numérotée comme elle était prévue en ligne? Est-ce que je vais engager un avocat pour agir dans un autre État? Ce sont des questions d'effectivité, finalement, des recours qui se posent. Et puis la deuxième question, c'est celle aussi du dark web. Je ne vous ai parlé que de ce qui était légal sur le web accessible à tous. J'avoue ne pas être baladée sur le dark web pour aller voir ce qui s'y passe, mais il paraît qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas complètement dans les clous. Et là, la question de l'application du droit se pose aussi. Voilà donc pour ces quelques mots, et je pense que François va compléter mon intervention sur un champ plus précis, des objets plus précis qui sont les objets archéologiques.